Bonjour à tous. L'idée, c'est effectivement de faire un petit point sur la base des questions que vous avez adressées au Synabio. Alors effectivement, on ne peut pas y répondre à toutes, d'abord parce qu'elles étaient nombreuses, et ensuite parce qu'on n'a pas toujours toutes les réponses à l'heure à laquelle on parle, puisque comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'actualités, les ministres interviennent beaucoup, il y a des textes qui tombent, et vous pouvez y aller, Charles, passer. Voilà, il y a pas mal de textes qui tombent, et il y a souvent un décalage entre à la fois le moment où le ministre annonce des choses, euh, les moments où c'est mis en œuvre, et il y a aussi un décalage entre ce qu'ils annoncent à la télé, si je puis dire, et ce que l'on retrouve dans les textes. Donc là, l'idée, c'était effectivement de vous présenter trois grands éléments qui sont les obligations en tant que chef d'entreprise, le fonctionnement du chômage partiel. Là, il y a des questions sur la prime d'activité et puis quelques éléments sur la relation commerciale. Ce sont les thématiques que vous avez souhaité, sur laquelle vous vous êtes interrogé. Et donc, on va essayer d'y répondre, sachant qu'encore une fois, hein, on n'aura pas forcément toutes les réponses à ce stade, mais l'idée, c'est qu'effectivement, c'est de recenser peut-être questions qui peuvent venir au fil des échanges pour pouvoir éventuellement y répondre un peu plus tard. Donc, le contexte, hein, c'est celui-ci, c'est un contexte très mouvant, avec des textes qui sont rédigés dans l'urgence, qui sont d'application immédiate et qui ont vocation à ne pas aller au-delà du 31 décembre 2020. Donc, toutes les entorses au droit du travail, au chômage partiel, aux primes, etc., n'auront d'effet théoriquement que jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, concernant l'obligation de sécurité, donc là, c'est plutôt sous l'aspect chef d'entreprise. Donc, pour vous rappeler que vous avez une obligation de sécurité de résultat, cette obligation de sécurité de résultat n'est pas due au coronavirus. Hein, c'est une obligation qui est générale. Il vous appartient d'assurer la sécurité de vos collaborateurs, quel que soit le poste qu'ils occupent. C'est une obligation qui est légale. Alors, vous avez une obligation de sécurité, telle est l'obligation légale. Le résultat a été déterminé par la jurisprudence, hein, cette obligation de résultat. La jurisprudence constante considère que l'employeur ne peut pas s'exonérer de cette obligation de cette obligation de sécurité. Le point qui est important à mon avis sur ceci, puisque l'idée c'est aussi d'essayer d'être un peu pratique, c'est que donc vous avez cette obligation de sécurité qui vous oblige naturellement à suivre toutes les consignes qui vous sont données par les pouvoirs publics, notamment en termes de respect des gestes barrières, adaptation des postes de travail. Probablement certains d'entre vous ou pas, peut-être, enfin, je ne sais pas, ont peut-être des plans de continuité d'activité. Euh, ont également des documents uniques de gestion des risques, etc. Donc tout ça, vous devez, on y viendra tout à l'heure rapidement, vous devez les adapter à cette période un peu particulière. A été publié ce matin au journal officiel une ordonnance. Donc pour rappel, une ordonnance, hein, c'est juste en dessous de loi. Elle n'aura valeur légale qu'une fois qu'elle sera ratifiée par le Parlement. Donc aujourd'hui, c'est du niveau du décret, hein, pour vous donner une force juridique. Une ordonnance a été publiée hier pour dire que les médecins du travail pourront désormais, les services de santé au travail pourront désormais procéder dans des conditions bien déterminées qui seront fixées plus tard à des tests des salariés concernant la potentielle infection au coronavirus. Ils auront cette possibilité. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra essayer, que vous ayez en tête et garder, parce que ça peut effectivement vous mettre derrière avec l'inspection du travail, avec l'inspection de la santé, pardon, le médecin de santé, médecin du travail, de pouvoir adapter le poste de travail et réagir. Cette ordonnance, elle étend également, j'insiste, les prérogatives du médecin de travail au point que je vous ai mis là, qui sont les 3 points qui sont cités dans l'ordonnance, hein, 1, 2, 3. Donc la diffusion d'informations de prévention à l'employeur, un appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention, ainsi que l'accompagnement des entreprises pour qu'elles puissent adapter leur activité. C'est très important parce que normalement, les médecins du travail n'ont pas ce rôle-là. Aujourd'hui, on leur confie ce rôle-là. Pour vous, en tant qu'employeur,
c'est extrêmement important parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur l'échange que vous allez pouvoir avoir avec la médecine du travail pour pouvoir amenuiser, voire vous exonérer de votre obligation de sécurité d'État. Puisque le médecin du travail va pouvoir agir de manière un peu plus active dans le respect des consignes, vous avez intérêt à les suivre. Vous avez le droit, évidemment, de ne pas les suivre. Mais si vous ne les suivez pas, sachez que c'est une faute inexcusable de l'employeur susceptible d'engendrer la mise en cause de sa responsabilité. Donc, cette obligation de sécurité de résultat, elle vous incombe. Vous devez respecter les consignes qui vous sont données par les pouvoirs publics. Vous pouvez vous appuyer aujourd'hui sur la médecine du travail pour l'adaptation des postes, le fonctionnement, etc. Vous avez, par exemple, un certain nombre d'entre vous ont posé des questions sur le vrac. Qu'est-ce qu'on fait en matière de vrac quand on a des points de vente qui commercialisent des produits en vrac? Aujourd'hui, sans doute, vous avez mis un certain nombre de mesures. Demain, peut-être que l'intérêt, c'est de faire valider par l'inspection du travail si les éléments sont conformes. Est-ce que, par exemple, vous avez demandé parce que théoriquement, le consommateur vient, par exemple, avec sa petite gamelle. Est-ce que vous l'autorisez, vous ne l'autorisez pas? Si vous l'autorisez, dans quelles conditions, etc. Tout ça sont des choses que vous pouvez valider avec le médecin du travail et sa réponse l'engage et vous exonère de responsabilité. Donc, je déroule, puis s'il y a des questions, on essaiera d'y répondre. Ensuite, il y a le droit de retrait du salarié. On a entendu beaucoup, et sans doute vous êtes confrontés, vous avez beaucoup de salariés qui viennent expliquer que les conditions sécuritaires ne sont pas remplies, qu'ils ont peur pour leur santé, et donc ils expliquent qu'ils vont exercer leur droit de retrait. Certains syndicats de salariés ont appelé massivement les collaborateurs à exercer leur droit de retrait. Ils ne peuvent pas exercer le droit de retrait, c'est très clair, dès lors que vous avez mis en place soit évidemment le télétravail, lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est possible, soit lorsque vous avez adapté le poste et les postes de travail aux conditions sanitaires exceptionnelles que notre pays connaît. À partir du moment où un salarié est protégé, que les mesures barrières sont respectées, que vous avez mis en place tout un tas de processus à la fois aux sièges sociaux, dans les boutiques, dans les usines, etc., le droit de retrait du salarié ne peut pas être exercé. C'est très important pour l'après, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'issue de la crise sanitaire, mais il est possible qu'il y ait beaucoup de contentieux. Donc vraiment, faire attention à ça. Le droit de retrait, ils ont le droit de l'exercer uniquement si, et ça le ministère insiste aussi, uniquement si les employeurs n'ont pas en place toutes les mesures barrières au niveau sanitaire, mais également le télétravail lorsque c'est possible, etc., etc. Si vous manquez à vos obligations Charles, vous pouvez aller sur la suivante. Si vous manquez à vos obligations, vous avez évidemment voilà, donc je reprenais un peu ici dans cette slide, donc je vais passer assez vite, les obligations qui sont les vôtres. Donc vous devez évaluer le risque professionnel, adapter de manière constante les changements de circonstances. Donc c'est le coronavirus, donc c'est le respect des gestes barrières, l'éloignement, peut-être renforcer les désinfections dans les locaux, etc. C'est actualiser le document unique d'évaluation des risques. En principe, vous devez avoir. Éventuellement consulter le CSE pour ceux qui en ont. Mettre en place le télétravail et lorsqu'il n'est pas possible, respecter les règles, ce que je vous disais tout à l'heure, les gestes barrières. À partir du moment où vous exercez l'intégralité de ces mesures, le salarié, vous pouvez continuer à travailler, bien évidemment, et deux, le salarié n'est pas fondé à exercer son droit de retrait. Et ces éléments-là, vous pouvez évidemment maintenant échanger avec la médecine du travail pour qu'elle éventuellement valide ou vous donne attendez, vous m'entendez? Oui. Oui. Ou vous donne son avis. Voilà. Donc, si vous ne respectez pas vos obligations, Charles, vous pouvez y aller. Si vous ne respectez pas les obligations de chef d'entreprise, que ce soit sur le plan du droit du travail, notamment de cette obligation de sécurité barrière, l'employeur s'expose à un certain nombre
comment dit-on, de sanctions, à la fois évidemment devant le Conseil de prud'homme, hein, avec tout ce qui pourrait être pris à acte, droit de retrait, etc., etc., mais également en matière pénale. Je vous précise également qu'on est dans le cadre d'un risque biologique bien particulier. Donc, ça fait bien l'objet, c'est le troisième bullet point. On a dans le code, il y a une disposition spécifique concernant le risque biologique, d'où aussi l'intérêt de bien valider les choses avec l'inspecteur du travail. Donc, si vous ne les respectez pas, c'est la faute inexcusable dont je vous parlais. Vous êtes également passible, enfin les employeurs sont également passibles de diverses infractions pénales. Je vous en ai dit quelques-unes, mais il faut faire confiance à certains pour être imaginatif et en trouver d'autres. Donc, évidemment, le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure grave, de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, c'est une infraction qui pourrait facilement être mise en œuvre aujourd'hui dès lors que l'employeur aurait manqué à ses obligations. Évidemment, tout ce qui est délit de négligence ou d'imprudence. Bon, ça, c'est du droit pénal général, hein, c'est pas dû spécialement au droit du travail. Puis, effectivement, les blessures involontaires, délit ou l'homicide involontaire, parce que l'homicide, vous savez que c'est le fait de donner la mort de manière involontaire, par inadvertance. Donc, on pourrait parfaitement imaginer être poursuivi sur ce genre de schéma. Tout ça pour dire qu'en tant que chef d'entreprise, il y a une véritable il faut véritablement que vous preniez en compte à la fois les contraintes évidemment de vos entreprises, mais aussi les contraintes des salariés et vos obligations réglementaires. Voilà. Merci Stéphane. Juste un point de timing, il vous reste à peu près 20 minutes pour balayer l'ensemble des sujets. Ouais, ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a moyen de poser une question entre deux ou... Oui, je suis d'avis qu'on… Juste Stéphane, oui. C'est juste sur ce sujet-là. Sur ce point-là, sur ce sujet-là. Okay. Une question alors. Juste, c'est même pas tellement une question, ça n'appelle pas de réponse, mais juste pour dire, faut-il encore que le salarié puisse prouver qu'il ait attrapé le Covid au sein de l'entreprise et non pas en passant à la boulangerie. Donc, on ne sait pas du tout encore comment ça va se passer parce que il faudrait vraiment qu'il y ait un cluster énorme dans l'entreprise et que tout le monde soit malade et que du coup, là, il puisse se passer. Il faudrait vraiment avoir quelque chose comme ça. Mais sinon, ça va être dur à prouver la contamination, où est-ce qu'elle se sera faite. Oui, bien sûr. Maintenant, vous avez parfaitement raison. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle c'est pas forcément, on ne classe pas d'ailleurs forcément le Covid comme accident de travail, pour les mêmes raisons que celles que vous venez d'indiquer. Maintenant, si moi je dois, alors que je fais peu de salariés, mais si j'étais avocat chargé d'un salarié, j'irais chercher l'employeur en garantie et notamment son assurance. Voilà. Donc je pense qu'il vaut quand même mieux essayer de mettre en place les choses pour éviter une mise en garantie. Juste un complément, on est bien d'accord, Maître, que tout ça doit être par écrit avec un document écrit. Inviter ceux qui nous écoutent que ce doit être matérialisé par des écrits. Pardon? Matérialisé par un écrit. Ah oui, bien sûr. Ben, le document unique, le plan de continuité d'activité, etc. Bien sûr, tous ces éléments-là doivent être matérialisés par des écrits. Il faut que de toute façon, c'est quasiment obligatoire, même si le plan de continuité n'est pas à ce jour obligatoire dans beaucoup d'entreprises, mais il faut évidemment que vous ménagiez les preuves de tout ce que vous avez mis en place. Donc, si vous saisissez effectivement l'inspection, pas l'inspection, décidément la médecine du travail, évidemment, il faut que ce soit fait par écrit. Si vous informez des gestes barrières dans les magasins, dans les usines, au siège social, etc., il faut évidemment mettre des affiches, faire des notes de service, etc., bien sûr. Alors, autre point d'inquiétude, alors je sais qu'il y en a beaucoup, il y a pas mal de questions, donc l'idée c'est d'y répondre là de manière un peu large, et puis si vous avez des questions plus détaillées, on essaiera d'y revenir peut-être un peu plus tard rapidement. Donc, le chômage partiel, alors on appelle ça chômage partiel, mais en fait ça s'appelle aujourd'hui l'activité partielle. Il y a peu de changements dans les conditions d'ouverture en réalité. Oui, il y en a deux qui peuvent à mon sens être appliqués. C'est
la conjoncture économique, voilà, il est assez évident que la conjoncture économique plombe l'économie en général et vos économies en particulier, et puis les circonstances de caractère exceptionnel dont la pandémie peut être une belle illustration. Donc sur le chômage partiel, il y a peu de changements dans l'ouverture, dans les cas d'ouverture. Ce qui est réellement assoupli, ce sont les conditions faites pour bénéficier du chômage partiel, avec les délais notamment, puisque aujourd'hui il existe un délai extrêmement rapproché pour ouvrir. Mais ça, je pense que vos experts comptables en général ont dû ouvrir auprès des directs le tuyau informatique pour pouvoir déclarer certains de vos salariés en chômage partiel. Donc, une procédure comment dit-on, une procédure de 30 jours à compter du jour où vous les placez au chômage partiel pour les déclarer. Je vous ai mis un petit tableau dans la slide suivante qui détaille c'est un extrait du cabinet, enfin pas du cabinet, de la FAQ, qui détaille le raisonnement que vous devez vous suivre pour savoir si vous êtes éligible ou non au chômage partiel. Donc, je vais commenter, il est assez parlant. Il n'y a qu'à suivre les flèches. Alors, parmi les questions qui ont été posées sur le chômage partiel, il y en a une qui est revenue pas mal, c'est l'indemnisation. Si besoin, sur le chômage partiel, on pourra faire un focus spécifique écrit ou si vous avez peut-être des questions, mais voilà, je vais passer assez vite sur le sujet et je reprendrai peut-être un peu les questions. L'indemnisation des employés de chômage partiel, c'est une question qui revient assez souvent. Ils doivent être ils vont être indemnisés au SMIC en fait. Donc ils ne peuvent pas toucher moins du SMIC. Donc je vous ai mis ici le détail, à savoir que le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle, donc des salariés en temps partiel, ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC. Bon, il y a une exception, mais dans laquelle il y a peu de cas. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien retenir pour tous les collaborateurs, quel que soit le cas, que l'on soit en télétravail partiel, en activité partielle, etc., qu'on soit à chômage partiel, qu'on est à mi-temps, par exemple, ou à plein temps, dans tous les cas, le cumul des aides ne peut pas aboutir à ce que le collaborateur soit payé plus que ce qu'il aurait été payé s'il était en activité. Donc, il n'est pas possible de faire en sorte que ces collaborateurs soient payés 110% de leur salaire en cumulant télétravail, arrêt de travail, chômage partiel, par exemple, si tenter qu'on puisse les cumuler. Hein. Voilà. Stéphane, oui, juste, je relais une question là, de Magali qui me demande via le chat, est-ce que le chômage partiel peut s'appliquer à une partie des effectifs uniquement ou doit-il être mis en place pour l'ensemble des salariés? Non. Alors, vous avez parfaitement la possibilité de ne placer que certains collaborateurs en chômage partiel. Ce qu'il ne faut pas que vous fassiez, c'est de créer une discrimination. C'est-à-dire que si effectivement vous avez deux collaborateurs qui ont la même activité, la logique serait que vous les fassiez tourner en activité par roulement, en chômage partiel, de telle sorte que l'un ne puisse pas se sentir, j'allais dire entre guillemets, discriminé sur le fait l'un est en chômage partiel et l'autre en activité. D'autant plus que tous les employeurs aujourd'hui ne sont pas obligés de faire compensation des 16% complémentaires, c'est-à-dire de verser la rémunération. L'État a annoncé que les employeurs qui verseraient la rémunération complémentaire de 16% seraient exonérés de charges sociales salariales et patronales. Et pour autant, il ne faut pas qu'il y ait une discrimination. Donc, vous pouvez placer uniquement certains de vos collaborateurs en chômage partiel. Vous pouvez évidemment mettre tout le monde en chômage partiel si à un moment donné ça se justifie. Et vous pouvez, à l'intérieur de vos services,
essayez d'objectiver le fait que dans un service X ou dans un de vos sites X, vous allez organiser un roulement ou mettre en chômage partiel qu'une partie des collaborateurs. La directe vous demandera les raisons pour lesquelles vous avez placé tel ou tel collaborateur en chômage partiel. En tout cas, peut vous le demander. Donc, comme ils veulent éviter les fraudes, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans le transport, qui ont tenté de mettre beaucoup de gens au chômage partiel, etc., il risque d'y avoir des contrôles. Donc, il faut bien que vous documentiez un peu en interne le pourquoi du comment. Ok. Je ne sais pas si ça répond. J'espère que ça répond. J'ai une autre question de Mylène de Biolay. Je me propose en fait de relayer les questions du chat. Ça me paraît assez fluide comme ça. Et si jamais les questions sont bien comprises ou les réponses pas claires, vous pouvez prendre la parole. Enfin, je veux dire, les gens qui posent des questions peuvent préciser en prenant la parole. Donc là, j'ai une question de Mylène de Biolay. J'ai une question pour les forfaits jours. Doit-on attendre la parution du décret ou est-il possible de les placer en activité partielle dès à présent? J'ai pas tout compris. Moi, j'attendrai. Ouais. Oui, moi, j'attendrai. Effectivement, le chômage partiel n'est pas autorisé pour les collaborateurs qui sont au forfait jour. Donc, je recommande de ne pas anticiper parce qu'encore une fois, il y a énormément de décalage entre ce qu'annonce et nous, on l'a vécu nous aussi, hein, en tant qu'avocat avec les directs, etc. Il y a énormément de décalage entre ce qu'ils annoncent et la façon dont les textes sont rédigés. Parce que personne, par exemple, parler des loyers, mais il y a un vrai problème sur les loyers. Donc, c'est l'exemple typique. Donc, attendez la publication des textes avant de placer vos collaborateurs en chômage partiel. D'abord parce que le collaborateur pourra vous le reprocher. Et ensuite, parce que dans l'hypothèse où les décrets ne seraient pas pris, probablement, on ne sait pas si les décrets seront rétroactifs. La logique, ça serait qu'ils rendent tout ça rétroactif à la date du confinement. Mais ça, c'est la logique. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'au départ, ils avaient annoncé qu'ils ouvraient les vannes un peu à tout va, dans les premières interventions, on voit bien que maintenant, ils essaient quand même de restreindre au maximum pour des raisons assez évidentes de coûts budgétaires. Donc, attendez les textes. Préparez éventuellement, mais attendez. Pas d'autres questions de mon côté. Allez-y, Stéphane. Non, ce n'était pas moi. Non, excusez-moi, parce que comme je ne peux pas mettre de questions sur le chat, je me permets d'intervenir. Juste très rapidement, est-ce que l'on peut… Vous pouvez vous présenter, on ne sait pas qui parle en fait. Ah pardon, c'est Sophie Massardi, je suis DRH d'Aromatech. D'accord. D'accord. Je voulais savoir si nous avons décidé donc de mettre une partie de notre effectif en chômage partiel et qu'il y a un regain d'activité, est-ce qu'on peut les remettre en activité assez rapidement? Bonne question. Oui, je ne vois pas pourquoi. Je pense que ça devra faire l'objet d'une déclaration de la même procédure, enfin la procédure inverse que celle qui a été faite auprès de la directe. Donc oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. Bien sûr, puisqu'en fait, vous êtes indemnisé sur des périodes. Donc, vous n'êtes pas obligé de les mettre au chômage partiel sur l'ensemble de la période, hein, bien évidemment. Donc, ça peut être sur les 10 premiers jours, sur 8 jours, ou sur l'ensemble de la période. Donc, oui, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. D'accord, merci. Charles, il y a une autre question de la part de Valérie Roubaud. Vas-y, Johanna. Oui, je viens d'entendre que le chômage partiel ne serait pas possible pour les cadres en forfait jour. Pouvez-vous confirmer? Je n'avais jamais entendu cela. Valérie Roubaud, Terdoc. Oui, en fait, le chômage partiel, les cadres qui sont au forfait jour ne bénéficient pas de la possibilité de chômage partiel, c'est dans les textes. Et donc, ce que souhaite faire, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des cadres en chômage partiel, qui ont des cadres au forfait jour, il y a comment s'appelle-t-elle, Muriel Pénicaud a annoncé qu'ils allaient développer, enfin qu'ils allaient lever de manière temporaire
l'interdiction de mettre au chômage partiel les cadres forfaits. Donc ensuite, l'une des questions qui était posée, je l'ai mise là, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un salarié qui est en contamination, enfin, qui est contaminé ou suspecté de contamination. Alors évidemment, vous avez le pouvoir de l'éloigner, de son poste de travail, soit de le mettre en télétravail si le poste est adapté, soit de le mettre en chômage, en chômage partiel. Évidemment, ça reboucle aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le droit de retrait et autres. Il est impératif que le salarié vous informe si lui-même a été dans une zone ou si son compagnon, sa compagne a été ou ses enfants ont été contaminés, et que lui-même est à risque. Il faut bien évidemment qu'il vous dise tout cela. Bon, donc sur le plan très pratique, il faut que vous procédiez à des décontaminations. Donc je vous ai mis en gros un petit mode opératoire, qui est un mode opératoire public, de ce qui est préconisé sur ce qu'il faut faire dans vos établissements lorsqu'un de vos collaborateurs est contaminé. Voilà. C'est important de préciser que vos salariés doivent aussi vous informer qu'ils sont contaminés, qu'ils vivent peut-être avec quelqu'un de contaminé, etc. Puisque l'idée, c'est de stopper la diffusion du virus, et s'ils ne vous le disent pas, voilà, un collaborateur qui ne vous dirait pas qu'il est contaminé ou qu'il a été en contact avec des personnes contaminées ou qu'il reviendrait d'une zone, alors c'est plus trop le cas, mais qui reviendrait d'une zone contaminée, évidemment, on ne pourrait pas vous reprocher, ou moins vous reprocher d'avoir manqué à vos obligations. Voilà. Juste à ce sujet-là, il y a des médecins qui disent aux salariés, nous on a 2 cas de salariés contaminés, dont un médecin qui lui a expressément dit qu'il était tout à fait en droit de ne pas divulguer l'information. Donc c'était du domaine du secret médical. Bien sûr, il est venu nous le dire et on le savait avant, mais les médecins redisent bien que c'est le secret médical et que les salariés ne sont en droit de taire l'information. Bon, alors, oui et non. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je nuancerai. C'est-à-dire que formellement, le coronavirus n'est pas à ce jour une maladie à déclaration obligatoire, comme la dengue, par exemple, qui est un syndrome un peu équivalent, que vous connaissez. Et effectivement, la dengue est une maladie à déclaration obligatoire, donc on a l'obligation de le dire. Le coronavirus ne l'est pas sur le plan juridique, c'est vrai. Maintenant, compte tenu du mode de contamination, c'est-à-dire avec un agent qui est extrêmement contaminant, contagieux, qui contamine beaucoup de gens avec une charge virale extrêmement importante, c'est limite dangereux de ne pas venir expliquer taire la chose. C'est exactement, je vais faire un parallèle, c'est exactement la même chose que la personne qui est porteuse du sida, qui va avoir une relation sexuelle avec une personne saine et qui va lui transmettre la jurisprudence vient punir cette personne. La personne est coupable. Donc, un individu qui serait atteint, qui ne viendrait pas vous le dire, à mon sens, encourrait une sacrée responsabilité pénale ici. Donc, que le médecin ne s'en ouvre pas, c'est une chose, mais bon, que le collaborateur ne le fasse pas, ça, à mon avis, c'en est une autre. Merci. J'ai une autre question. Excusez-moi, j'ai une question par le. J'entends qu'il y a une autre intervention après, mais la question est la suivante. Existe-t-il une obligation légale ou sanitaire de fermer le site de production dans le cas d'un salarié atteint de coronavirus déclaré et salarié qui était sur une ligne de fabrication? Ou cela reste-t-il à l'appréciation uniquement de l'entreprise? Alors, comme ça, un peu coupé, la question c'est un salarié qui est sur un site de fabrication, sur une chaîne? En fait, il y a un salarié qui a été dépisté positif au coronavirus, qui travaille sur un site de production dans une usine. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une obligation légale ou sanitaire de fermer le site, ou est-ce que c'est le directeur du site qui décide ce qu'il convient de faire? Non, alors moi je n'ai pas entendu et je n'ai pas lu qu'il y avait une obligation légale de fermeture du site. Je pense que c'est au chef d'entreprise
de prendre toutes les mesures pour assurer la continuité en appliquant notamment, je pense, les consignes dont on a fait part à la slide 10 de nettoyer autant que faire se peut, d'entretenir les sols, de nettoyer les bancs avec des bandeaux, de rincer, etc., etc. Charles, si je peux me permettre, nous on est dans ce cas-là, donc je peux vous livrer mon témoignage. Bien sûr, on ferme pas. Si c'était le cas, la moitié des supermarchés en France seraient fermés. Ah ouais. Si la moindre caissière malade ont fermé un supermarché, plus personne ne mangerait. Donc, pour moi, la réponse est très clairement, bien sûr que non. Il n'y a pas de fermeture administrative en cas de cas détecté. On est en phase 3 et il n'y a plus de recherche de la chaîne de contamination. Donc, c'est les médecins qui décident du confinement de la personne et éventuellement, enfin, de son foyer. Et ça s'arrête là. Bien sûr, on continue de fonctionner. Sinon, les 3/4 des entreprises alimentaires seraient fermées déjà à l'heure actuelle. Bon, alors, merci pour ce témoignage. Il y avait une autre, excusez-moi, il y avait une autre question que j'ai interrompue tout à l'heure. Je ne sais pas qui peut prendre la parole. Ah non, mais c'était en fait ce que l'intervention de monsieur là vient d'y répondre quasiment. En fait, c'est très difficile, compte tenu de la pénurie de tests, d'avoir des confirmations avérées. Donc nous, on a beaucoup de soupçons de cas, mais sans que l'on sache si c'est ça ou pas. Donc ce que je voulais demander, c'est s'il faut, dans le cas où l'on soupçonne mais où l'on n'est pas de certitude, remplir ces mesures de décontamination, etc. Ou l'isolement est-il suffisant? Non, je pense que s'il y a un cas qui est confiné, je pense que votre obligation de prévention dans le cadre de la santé des collaborateurs est quand même de procéder aux mesures de décontamination et de suivre, d'essayer de décontaminer les postes et tous les endroits où la personne a pu aller. Ça, pour moi, c'est assez évident. Ça fait partie de l'hygiène. Et je voudrais juste rajouter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le préfet comme le maire, eux, peuvent parfaitement avoir la possibilité de fermer votre usine ou la boutique ou le siège. Si effectivement on s'aperçoit quand même si on ne suit pas la chaîne, mais qu'il y a plusieurs collaborateurs de la même société qui sont atteints, il y a de fortes chances pour que le préfet ou le maire prennent un arrêté de fermeture d'office parce que dans cette période-là, ils ont des pouvoirs un peu extraordinaires. Ce qui permet à ce moment-là d'avoir le chômage partiel, ce qui n'est pas le cas s'il n'y a pas d'arrêté. C'est-à-dire si on prend la décision par nous-mêmes de fermer l'entreprise parce qu'on a 1 ou 2 ou 3 cas, alors qu'on a de l'activité, on ne peut pas prouver une baisse d'activité, on ferme l'entreprise, on n'est pas éligible au chômage partiel. Oui, parce que pour l'instant, ils ont dit qu'ils allaient le donner, mais il va y avoir des contrôles et effectivement, je pense que alors ils ne pourront pas contrôler toutes les entreprises, mais c'est sûr que dans certains types d'entreprises, il est possible qu'ils aillent contrôler, qu'ils aillent bien vérifier ce qui s'est passé. Alors, il nous reste peu de temps là. Il est 14h45. On va essayer, je sais pas, si on se donne 10 minutes, Stéphane, j'espère que c'est bon pour vous. Oui, moi c'est bon, il me reste 2 slides. Ok, alors je vais compliquer un peu votre mission du coup. Non mais moi il me semble qu'il y a aussi pas mal de questions qui tournent autour de suspicions de cas. Il y a un salarié qui vient et qui dit écoutez, moi je me sens pas très bien, ou alors ma compagne est malade, on se demande si elle a pas le Covid, est-ce que je continue à venir? Vous voyez, c'est des cas où on ne sait pas trop en fait, et où les dirigeants de l'entreprise peuvent parfois se demander ce qu'il faut faire, pas faire en termes de prévention. Alors, c'est clair. Lorsque le chômage partiel, ça n'est pas pour faire face à une maladie ou à une suspicion de maladie. D'accord ? C'est bien parce qu'il y a moins de gens dans les rues, qu'on consomme moins et que de fait, ça a un impact sur, on va dire, le chiffre d'affaires de la société, donc sur la possibilité de payer les collaborateurs. Donc l'État a dit, je vais donner 84% et l'employeur, s'il le veut, va donner 16%. Donc ça, c'est dans le cadre d'une problématique économique. Donc un collaborateur malade ou suspecté de malade n'a pas à faire l'objet d'un chômage partiel. Au mieux, si son poste de travail permet un télétravail, que s'il est au marketing, il est à la gestion des stocks, etc., là,
on le met en télétravail. Donc, il est payé et il télétravaille. Je parle bien de quelqu'un qui est suspecté pour l'instant, d'accord? Parce qu'effectivement, il vit une infirmière ou il est revenu il y a 3 semaines ou il y a 15 jours de on ne sait pas où, ou ses enfants, voilà. Bon. Si en revanche, il ne peut pas télétravailler, il doit être placé comme les salariés confinés à titre individuel. Ça veut dire qu'il va bénéficier d'une indemnité journalière de sécurité sociale qui va être l'équivalent des 50% de son salaire. Alors après, s'il y a des accords d'entreprise, accords de branche, etc., ça peut être différent. Mais donc, c'est très clair. Le chômage partiel, c'est uniquement parce que la pandémie ou la crise économique a fait que vous ne pouvez pas payer vos collaborateurs. D'accord? En revanche, un salarié qui est malade du Covid ou qui est suspecté, puisqu'on sait qu'on est malade du Covid. Excusez-moi. Les 5 derniers qui sont arrivés, qui ont toujours le micro, j'entends plus. Et Il faut fermer les micros, s'il vous plaît. Il n'y a que Stéphane qui peut avoir son micro ouvert. Et tout le monde, sinon, coupe son son, sinon on ne s'entend plus. Merci. Donc, c'est très clair. Le chômage partiel, c'est uniquement… Même les personnes au téléphone peuvent couper le micro. Donc, le chômage partiel, c'est uniquement si on a une baisse d'activité due à la crise de la pandémie. Donc, vous pouvez utiliser les cas 1 et les cas 5, je crois, de mémoire, du texte que l'on a visé tout à l'heure. Pour tout le reste, salariés potentiellement contaminés ou contaminants, puisqu'on ne saura s'il est contaminé que 15 jours après, au maximum 14 jours après qu'il ait été infecté, c'est du télétravail. Et s'il ne peut pas être en télétravail, parce que par exemple, on est sur un site de production et que c'est un ouvrier, et bien à ce moment-là, il doit être confiné et bénéficier des indemnités journalières. Voilà. Mais il pourra le faire sur la décision du médecin ou sur sa propre décision, puisque vous vous souvenez que l'arrêt du travail peut être fait, il peut le faire par téléconsultation ou le faire lui-même en le téléchargeant. Il devra être ensuite transmis. C'est le décret du 31 janvier, ça, c'est les mesures qui ont été prises initialement. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais dans tous les cas, suspicion ou suspicion d'amination, télétravail ou IJ si le poste ne permet pas le télétravail. Voilà. IJ, c'est arrêt maladie. On déroule la prime d'activité. Est-ce que je peux juste intervenir une dernière petite question Ouais, mais là, il nous reste que 5 minutes sur cette partie-là, donc ça va être compliqué. Ça va être très rapide. Est-ce que le salarié peut revenir au bout des 14 jours de confinement? Ou est-ce qu'il faut un certificat médical? Enfin voilà, comment mettons fin au confinement du salarié et on le réintègre dans l'entreprise? Alors franchement, j'en sais rien du tout. Je pense que c'est pas prévu. De ce que l'on entend, c'est que de toute façon, même après les 14 jours, on reste contaminé quelques jours. Donc, je pense que la prudence serait aussi peut-être d'avoir comment dire, une sorte de visite d'aptitude, peut-être le médecin du travail, qui sont censés pouvoir maintenant faire passer des tests pour voir si les salariés sont contaminés. Voilà, parce qu'on peut toujours être porteur. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut voir avec l'inspection, avec le médecin du travail, là, pour le coup. Ok, merci. C'est les médecins qui déterminent ça. C'est les médecins qui doivent déterminer la reprise du travail. C'est le médecin du travail qui doit déterminer la reprise du travail. Voilà. Mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de moyens. Là, on vient de leur donner un rôle pour agir sur l'aspect coronavirus, y compris en pouvant tester. Donc, je pense que ça va être effectivement à eux de voir si le salarié peut reprendre le travail sans risque pour ses collègues. Stéphane, il vous reste 30 minutes. La prime d'activité, donc, la prime d'activité demeure. Elle a été assouplie dans ses conditions de versement. Le versement est décalé au 31 juin. Avant, il fallait effectivement un plan d'intéressement. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de plan d'intéressement pour pouvoir la verser à hauteur de 1 000 euros, puisqu'elle est exonérée à hauteur de 1 000 euros. Si en revanche, on a un plan d'intéressement, le plafond de la prime est porté à 2 000 euros. D'accord? Donc, on peut la verser dans tous les cas. Il y a juste un détail de montant entre les sociétés qui ont des plans d'intéressement et ceux qui n'ont pas de plan d'intéressement. De même, c'est posé la question pour les télétravailleurs. C'est une question qui était posée. À notre sens, tous les collaborateurs doivent la toucher,
Ce que permet le nouveau texte et l'ordonnance, c'est de moduler la prime en fonction des postes. Donc, par exemple, on pourrait parfaitement imaginer que le télétravailleur touche moins que celui qui se rend tous les jours au travail. Mais à mon sens, il doit la toucher, on ne peut pas la lui supprimer, puisque le texte dit bien que l'employeur peut moduler le montant de la prime en fonction d'un certain nombre de critères, voilà, dont se rendre au travail, etc. Voilà. Donc, je vous ai mis les conditions, le critère de modulation de la prime dans cette slide. Dernier point sur les relations commerciales. Simplement pour dire que, évidemment, rien ne change dans le cadre des relations commerciales. Vous rencontrez sans doute un certain nombre de difficultés, que ce soit parfois avec des clients ou des fournisseurs, des fabricants. Donc, la première chose à faire, si vous en bénéficiez, c'est de veiller à ce que dit la convention unique annuelle. Je vous ai mis en rappel dans les deux petits bullet points pour vous dire que un certain nombre d'entreprises sont exonérées de cette convention unique, donc qui est obligatoire. Si vous n'en avez pas, parce qu'elle n'est pas obligatoire, peut-être avez-vous des contrats, donc il faut avant tout se référer à vos contrats. Évidemment, tous les abus qu'il pourrait y avoir de part et d'autre, augmentation de prix, assèchement de vos points de vente, etc., peut parfois faire l'objet. Alors, pas tout de suite, malheureusement, puisque l'activité judiciaire est en grande partie paralysée, mais pourra faire l'objet, lorsque les tribunaux seront réouverts, éventuellement d'actions sur le fondement du déséquilibre significatif, de la rupture dalle, etc. Voilà. Et ensuite, enfin, il y a eu également des problèmes de transport. Faut être clair, les transports doivent travailler. Ils se sont engagés à travailler. Soit vous avez un contrat de transport et il faut se référer au contrat de transport pour savoir à qui doit prendre en charge, par exemple, les frais de passage à vide, si je puis dire, entre le moment où vous avez commandé et le moment où vous êtes livré avec des points de vente fermés. Donc, il faut regarder dans le contrat de transport si vous l'avez. Si vous en avez un, si vous n'en avez pas, il faut se référer au contrat type qui est publié par arrêté. Je ne vous cache pas que dans le temps, je ne me suis pas plongé dans le contrat de transport type qui a été publié, mais il faudrait effectivement regarder pour voir ce qui est prévu en la matière. Voilà. Donc, le droit commercial s'applique, on n'a pas le droit d'augmenter les prix, on n'a pas le droit de vendre à perte, on n'a pas le droit de profiter de la situation pour vous assécher économiquement, augmenter les prix. Alors, on peut le faire, bien évidemment, mais il ne faut pas non plus que ça crée un déséquilibre et que ça soit dans des proportions qui ne sont pas acceptables. Voilà. Merci Stéphane. Moi, j'ai une question là de Marine et puis on va passer en fait aux autres questions qui sont pas strictement juridiques mais plus des besoins pratiques ou opérationnels que vous nous remontez. Mais pour clore sur cette partie juridique, donc je vous lis cette question de Marine. Est-ce que l'entreprise a la possibilité de refuser un arrêt de travail à un salarié qui demande de garder son enfant unique car son mari est en télétravail? Est-ce que l'entreprise a la possibilité de refuser un arrêt de travail à un salarié? Un salarié qui demande de garder son enfant unique car son mari est en télétravail. Un arrêt de travail pour garde d'enfant. Oui, pour garde d'enfant. Ouais. Normalement, le mécanisme c'est qu'il est prévu, on ne peut pas être en arrêt de travail à temps partiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en arrêt de travail le matin et on ne peut pas être en arrêt de travail tous les matins et puis aller travailler l'après-midi. C'est soit on est en arrêt de travail, soit on n'est pas en arrêt de travail. Donc, la seule possibilité, à mon sens, c'est d'organiser un roulement dans l'organisation des collaborateurs. Est-ce que l'entreprise a la possibilité de refuser un arrêt de travail? Non, enfin, c'est pas prévu. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Ça voudrait dire qu'il faudrait attester, ou alors il faut attester que l'employeur, il faut que le collaborateur atteste que son employeur, que son conjoint n'est pas en télétravail. Non. Parce qu'à mon avis, c'est pas la même chose. Le télétravail, c'est du télétravail, c'est pas la garde d'enfants. Je pense qu'on peut pas refuser. Alors apparemment, dans certains textes, François Rocher, je voudrais intervenir. C'est nous qui avons posé la question là. Si je peux intervenir 2 secondes,
En fait, la question, ça concerne un salarié qui est unique sur le poste, c'est le poste d'acheteur, donc on ne peut pas la remplacer. Elle est en télétravail pour l'instant chez elle avec son mari qui est également en télétravail. Ils ont un enfant et elle m'explique que son mari en télétravail est trop occupé, lui, pour s'occuper de l'enfant et que donc elle veut prendre de s'arrêter pour garde d'enfant et de plus travailler. Donc ma question est est-ce que je dois accepter? Est-ce que j'ai les moyens de refuser? Comment ça se passe dans ce cas-là? Ah, moi, enfin, je suis pas sûr que vous puissiez, je suis pas sûr que vous puissiez refuser, puisque lui, si lui il est en télétravail, il doit donc travailler et pas s'occuper des enfants. Donc donc ça me paraît pas illogique. Maintenant, vous pouvez, est-ce que Alors, vous pouvez l'autoriser à télétravailler tout en gardant ses enfants? Finalement, enfin, avoir une sorte de opératoire. Elle est également en télétravail. Hein. Cette salariée est également en télétravail. Ils sont en télétravail tous les deux, mais elle me dit que son mari, lui, ne peut pas, que dans ces conditions, ils ne peuvent pas travailler tous les deux en télétravail avec leur enfant, que son mari, lui, ne peut pas s'arrêter de travailler, et elle, donc, se met en arrêt pour s'occuper de son enfant. Alors que, en l'occurrence, moi, j'ai besoin d'elle, mais ça m'arrange pas du tout. Donc, voilà. Nous, on leur a demandé d'alterner avec leur conjoint. C'est ce que j'allais dire. La ministre a demandé à ce qui est en roulement. C'est-à-dire que. Alors, le roulement, il est combien de temps pour chacun, par exemple? Comment ça marche? C'est une semaine là, une semaine l'autre? Oui, vous faites exactement une semaine l'un, une semaine l'autre. Chez nous, on a une semaine là, une semaine l'autre, la moitié de sa semaine, des choses comme ça. Ok. Sinon, nous, on a fait, Excusez-moi, juste pour garder la semaine. maîtrise, s'il vous plaît, du déroulé, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y a des débuts de réponse aux différentes questions. On peut pas aller beaucoup plus loin parce que c'est compliqué au niveau du temps. L'idée, de toute façon, c'est qu'on va voir comment on peut faire une synthèse sous forme de foire aux questions et comment on peut mettre l'information disponible, vérifier, etc. Donc, il y aura une manière de prolonger en fait ce recueil d'informations. Merci beaucoup Stéphane. J'espère qu'on a terminé sur cette partie parce qu'on a besoin de passer aux autres aspects. Merci en tout cas pour votre éclairage. Restez avec nous parce qu'on aura peut-être besoin sur les autres thèmes d'une expertise juridique. En fait, dans les différents besoins que vous avez exprimés en amont de ce webinaire, on a fait des regroupements et on a identifié en fait 8 types de besoins que vous exprimez aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise bio. Donc, s'approvisionner en matériel de protection, masques et autres. Deuxième besoin, c'est comment on fait concrètement pour protéger les salariés dans nos entreprises. Faire face à l'absentéisme et maintenir la motivation des salariés, ça c'est le troisième besoin que vous exprimez. Quatrième besoin, c'est faire face aux difficultés de transport. Le cinquième, c'est les aspects de trésorerie. Sixième, accompagner les startups. Septième sujet, la visibilité sur le marché avec les à-coups qu'on a connus au niveau de la demande là depuis 2 ou 3 semaines. Et huitième point, c'est comment trouver des appros en France. Donc, vous voyez, on n'est plus là sur du juridique, c'est vraiment des questions de fonctionnement de l'entreprise au quotidien dans ce contexte de crise. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous apporter des réponses clés en main sur tous ces sujets-là. L'idée, c'est plutôt de vous donner de la visibilité sur comment nous, on voit ces questions, même si on n'a pas les réponses, et essayer aussi d'avoir un peu vos idées à vous pour valider les pistes de travail que l'on a en tête et peut-être mieux cibler en fait les besoins. Alors, il nous reste 25 minutes pour faire ça, donc ça va être pas aussi détaillé qu'on l'aurait voulu, mais ça donnera des premiers éléments. Donc, sur l'approvisionnement matériel de protection, ben, évidemment, il y a la question cruciale des masques qui font défaut, en tout cas pour certains d'entre vous.
Ce que l'on perçoit au Synabio, c'est qu'il y a des entreprises qui ont des masques, qui ont des stocks et qui ne sont pas trop en alerte pour l'instant. Mais il y a aussi des entreprises qui cherchent des masques, qui sont à coudre des masques parfois pour répondre aux besoins. Donc là-dessus, nous, on a 3 pistes en tête. Essayer d'organiser des commandes groupées. L'ANIA travaille dans cette direction avec les conseils régionaux. L'idée, c'est que une petite PME qui a besoin de 10 000 masques, vu le contexte actuel de tension sur ces équipements, ça va être compliqué d'en avoir rapidement. Si en revanche, on fait des commandes groupées pour, je sais pas moi, plusieurs centaines de milliers ou pourquoi pas des millions de masques, ce sera plus facile. L'idée de faire des commandes groupées. Donc, il y a une piste, comme je vous le disais, avec les conseils régionaux. Ça, c'est l'ANIA qui est mobilisée là-dessus. On essaye de suivre ça avec eux. L'autre piste, ça serait de se grouper entre adhérents du Synabio. Dans un cas comme dans l'autre, en fait, on a besoin de quantifier vos besoins et d'être sûr que ces logiques de commande groupée seraient opérationnelles et pas trop complexes ou trop longues à mettre en œuvre. La troisième piste, c'est peut-être mutualiser des stocks. Il y a des entreprises qui peuvent peut-être dépanner des entreprises voisines. Et puis sinon, mutualiser aussi des contacts. Si certains ont des fournisseurs qui aujourd'hui sont réactifs, peut-être les mettre à disposition du réseau. On a aussi la même question qui nous est remontée là sur le gel hydroalcoolique. Je pense qu'il y a un sujet aussi, en tout cas, c'est ce que nous signale l'ANIA, sur les blouses, les gants, où il risque d'y avoir des tensions. Donc là, nous, on identifie au Synabio 2 pistes pour vous. C'est la plateforme qui a été mise en ligne par le ministère de l'économie, qui est en fait une marketplace pour faciliter la relation entre fournisseurs et acheteurs de ces équipements-là. Donc ça s'appelle Stop Covid-19. Donc ça, c'est la première piste. Et la seconde piste, ça serait peut-être là aussi, comme pour les masques, d'essayer d'organiser des commandes groupées. Mais là, ça reste pour l'instant assez théorique en fait. Et stop ou stock? Pardon. Stop ou stock? Stop Covid. Stop Covid-19. Sachant qu'Arthur a pareil de deux causes, sachant pour compléter ce que vient de dire Charles, cette plateforme-là, en effet, à ce stade, elle est a priori opérationnelle que pour le gel hydroalcoolique. À terme, l'objectif, c'est que ce soit également opérationnel pour la commande de masques. Voilà. Ok. Il y avait des interventions là-dessus? Non? Ok, j'avance alors. Bernard, je te passe la parole sur le volet protection des salariés. Je te laisse te présenter peut-être. Ok. Alors, bonjour à tous. Charles, sur les fournisseurs de matières premières, nous, dès qu'on aura des infos, on les mettra en ligne, comme ça, vous aurez tous. Merci. Charles, c'est Arnaud Lamandor. Charles, j'aurais juste un point à préciser qui ne fera pas forcément avancer Schmelblick. Nous, on rencontre un cas assez catastrophique. C'est-à-dire que le masque est en train de passer de 2,08 centimes à 1,60 €. Donc, il y a vraiment un gros bug. J'espère que les prix vont pouvoir être assez maîtrisés par les filières ou le biais des commandes qui sont suggérées. Passer de 3 centimes à 1,60 €, c'est vraiment un gros bug. C'est pour ça On a constaté la même chose sur le gel hydroalcoolique qui est passé de 8 € le litre pour les industriels à 6,50 € pour les 60 millilitres. Donc on a eu ce genre de problème de notre côté. C'est pour ça qu'en fait, peut-être ça peut être l'intérêt de la commande groupée d'avoir des fournisseurs avec lesquels on arrive à négocier parce qu'on est sur des volumes plus importants et plus organisés en fait que si chacun y va dans son coin. Mais nous aujourd'hui au Synabio, on peut imaginer jouer un rôle de coordination, mais on pourra pas faire les achats en direct. On ne connaît pas donc il faut qu'on arrive à construire une solution qu'on n'a pas aujourd'hui. Il y a des pistes qui sont celles que je vous ai citées. Ok, mais merci pour ces précisions. Merci.
Ok, je vais enchaîner. Donc, je disais bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, parce qu'en 1 minute ou 2, sur les mesures préventives, ça ne va pas être possible. Par contre, j'avais 3 points sur lesquels je voulais insister. C'est la dimension psychologique qu'il faut prendre en compte, hein, de bien avoir en tête qu'il faut prendre en compte la peur des salariés pour pouvoir mettre en place ces mesures préventives dans ce contexte-là. Le deuxième point, c'est l'aspect méthodo dont je vais parler juste après. Et puis le troisième, c'est ne pas oublier qu'il y a d'autres dangers qui continuent, notamment vérifier par exemple que l'ensemble des équipes secours incendie ne sont pas toutes en télétravail. Voilà, c'est un dernier point. Donc sur l'aspect plus méthodologique, on a mis en place un centre de ressources au niveau du Synabio dont vous avez l'adresse mail et dans laquelle vous pouvez trouver plusieurs documents. Dans les documents que vous pouvez trouver, il y a la FAQ questions-réponses des adhérents. Il y a aussi un dossier thématique sur les mesures préventives. Et dans ce dossier, vous trouverez, j'ai rédigé un guide méthodo sur les mesures préventives à mettre en place. Alors, ce guide, il est fort modeste. Hein, je l'ai rédigé à partir de l'expérience que j'ai d'ancien hygiéniste et par rapport à mon passé aussi sur des analyses de risque. Et j'ai repris beaucoup d'exemples qui avaient été remontés par certains d'entre vous pour partager effectivement les bonnes pratiques mises en place. Puis, les informations officielles arrivant, j'ai complété ce document. Voilà. Donc ça, c'est un premier document et éventuellement, on pourra en reparler plus longuement plus tard. Il y a des supports de communication que vous pouvez utiliser aussi, qui sont mis à disposition. Donc, on vous encourage à remonter et à enrichir les bonnes pratiques que vous avez mises en place au niveau de vos entreprises. Et enfin, il y a un troisième document, on a la foire aux questions institutionnelles. En fait, on croule sous les FAQ actuellement, il y en a une dizaine. Et on a mis en place un tableau où on essayait de regrouper par thème les informations qui se trouvaient dans tel ou tel document. Et par rapport à certains thèmes, vous avez en face les questions qui sont traitées dans le document et un lien Internet. Et donc, en cliquant sur ce lien Internet, ça vous permet d'arriver sur les sites du ministère de la Santé, du ministère de l'Économie, du gouvernement, et de retomber sur des informations en lien avec les mesures de protection des salariés. Et je vous invite à aller les lire parce qu'en fait, dans les questions que vous avez posées tout à l'heure, il y a des réponses qui sont apportées. Voilà. Super, merci Bernard. Donc, ce centre de ressources, il est accessible à tous avec le lien là qu'on a remis et qu'on met régulièrement dans nos mailings. Et en termes de support de communication, ça a sauté là dans les slides, mais en gros, vous trouvez des exemples d'affiches, de notes de service, de lettres adressées aux équipes qui permettent d'expliquer les mesures mises en place dans les entreprises. Donc, ça peut être des sources d'inspiration. Ça vient de vous, ça vient d'adhérents qui ont partagé ces exemples-là. Donc, si vous cherchez en fait des idées, vous pouvez en trouver ici. Donc, ce centre de ressources, on va essayer de l'enrichir au fil de l'eau. Sachant pour un petit dernier point, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les remonter. Voilà. Oui, Arthur, tu voulais intervenir, je crois. Oui, pardon. Et pour compléter, au-delà de ce guide-là, le ministère du Travail travaille également sur des fiches thématiques par secteur d'activité. Donc, voilà, à ce stade, on a quelques fiches qui ont été publiées sur le travail en boulangerie, le travail en caisse, le transport de marchandises. Mais à terme, il y aura, à mon avis, un spectre beaucoup plus large qui sera touché par ces fiches thématiques. Et en fait, ces fiches thématiques sont reprises dans le document, le premier document, en annexe. Autre besoin que vous exprimez, c'est comment faire face à l'absentéisme et maintenir la motivation des équipes. Donc, nous, là, au Synabio, des choses assez basiques qu'on identifie. Il y a la question de la prime dont on a parlé tout à l'heure. Ce qu'on comprend de ce que vous nous remontez comme témoignage, c'est que c'est beaucoup une question de communication en interne, de concertation avec les salariés,
et de pédagogie sur les risques, sur les mesures de prévention. Ce qu'on se dit peut-être aussi, c'est que une prise de parole positive des entreprises bio sur la manière dont elles se mobilisent, la manière dont elles s'organisent face à la crise, ça peut aussi rassurer vos équipes et donner du sens en fait à leur quotidien dans l'entreprise. Donc, il y a peut-être aussi des messages positifs sur ce que vous mettez en place à faire passer vers l'extérieur pour donner aussi de la motivation à tout le monde. Voilà, ça c'est juste des choses assez basiques, mais là-dessus, vous avez peut-être des idées à partager et à mettre en commun. Alors, on a peu de temps, mais si quelqu'un a envie de passer un message à ses collègues là-dessus sur la manière de gérer cette question de l'absentéisme et de la motivation des équipes, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Quelqu'un? Alors, nous, on a fait une petite vidéo qu'on Présentez-vous. Ah, pardon. C'est toujours Sophia au Matec. Hein. D'accord. Donc, nous, on a fait une petite vidéo qu'on a mis sur notre intranet et qu'on va mettre aussi sur LinkedIn, où on reprend différents thèmes. Donc là, le premier, c'était la protection de nos collaborateurs qui sont restés sur le site et leur courage. Donc, on a fait ces vidéos amateurs, hein, on est allé les filmer sur leur poste de travail, etc. Et ça a eu un impact hyper positif, tout le monde a joué le jeu. On va en refaire une autre sur le télétravail où on demande aux uns et aux autres de nous envoyer le chat sur le bureau, enfin voilà, pour donner un petit peu de bonne humeur et surtout recréer du lien entre ceux qui sont sur le site et ceux qui sont en télétravail. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce partage. Donc, on a besoin d'exemples comme ça. On vous a demandé, Charles, si on peut insister là-dessus, on a besoin d'opérateurs, si vous avez des vidéos même de 15 secondes, en amateur, ça n'a pas d'importance. On a besoin de témoigner un peu ce que disait Charles, ce que font nos entreprises dans le secteur bio pour être actifs et pouvoir servir nos clients dans les magasins bio. Voilà, donc on a mis en place une adresse mail si vous voulez partager ce type de bonnes idées, soit vers l'interne, vers les autres adhérents du Synabio, soit vers l'extérieur. C'est à vous de nous dire comment vous voulez le partager. C'est partage@synabio.com. C'est Johanna qui reçoit ces contenus-là. Je mets l'adresse dans le chat. Ok, merci Johanna. Ensuite, on a un autre enjeu, c'est les difficultés liées au transport. Alors là-dessus, il y a un peu deux sujets. Il y a les hausses qui sont régulièrement annoncées. Il y a eu des annonces très fortes la semaine dernière. Donc, l'ensemble des organisations de l'agroalimentaire ont réagi. On a fait notre part avec un courrier aux différentes organisations de transporteurs avec copie au ministère du Transport, au ministère de l'Agriculture. Il y a eu du coup des annulations de certaines hausses, mais on sait que c'est un sujet qui reste d'actualité parce qu'il y a toujours des hausses annoncées. Donc nous, simplement, là, ce qu'on peut faire, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est une réponse collective. Pour ça, il faut que vous nous signaliez, les augmentations, qu'on ait une bonne vision et qu'on puisse expliquer concrètement qui annonce quoi, parce que sinon les ministères ne prennent pas vraiment en compte nos alertes. Donc il faut des éléments précis. Et puis sinon, à titre individuel, une piste possible, c'est de saisir éventuellement le médiateur des entreprises. Après, ce qu'on constate aussi au-delà des hausses, c'est des ruptures de service. Vous êtes plusieurs à nous avoir alertés sur des transporteurs qui suspendent leurs activités dans certaines zones. Donc là, on n'a pas trop de solutions pour l'instant. La seule, d'accord, qu'on n'a pas encore mis en œuvre d'ailleurs, c'est de contacter les fédérations de transporteurs pour voir s'il y a des outils qui permettent d'identifier des alternatives. Si le transporteur un tel arrête à tel endroit, est-ce qu'il y a un autre qui continue? Je crois qu'il faut couper les micros parce qu'il y a un peu de bruit là. Pardon. Voilà, donc là-dessus, pareil, est-ce que vous avez
je pense pas des questions, mais peut-être plus des suggestions ou des idées d'action. C'est aussi ça l'idée, hein, c'est de mettre en commun des pistes. Je vois Nicolas qui écrit transport, Nicolas Rivet, sur le chat. Est-ce que tu peux préciser, Nicolas? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, pardon. Oui, bonjour. Je suis Renaud Chamonal, le directeur général de Destination et Bonne Terre, mais je suis connecté par téléphone, j'ai un souci informatique. Une des choses qu'on a fait, nous, pour gérer la pénurie de transport, c'était de faire un rerouting de toutes nos livraisons et de communiquer à tous nos clients, notamment les magasins indépendants qu'on livre un par un, sur le fait qu'on ne ferait plus qu'une livraison par semaine et d'essayer de limiter le nombre de livraisons, de massifier les quantités à chaque fois. Et ça nous a permis aussi d'absorber le fait que c'est un peu plus compliqué effectivement de trouver du transport en ce moment. Et ça a été plutôt bien accepté parce que ce qui est le plus important pour les clients en ce moment, c'est surtout d'éviter les surprises et de savoir à quoi s'en tenir. Donc avec un nombre de livraisons peut-être plus limité, mais la capacité à respecter ce qu'on avait dit qu'on ferait et les jours de livraison prévus, ça passe plutôt bien et ça nous permet de gérer ces histoires de transport. Ok, merci Renaud. D'autres interventions sur le transport? Ok. Oui, si, excusez-moi, il fallait juste que je remette mon micro. Il y a aussi, moi je vois autour de chez nous, dans des régions qui sont moins touchées, des transporteurs qui ont très peu de travail et qui sont en train de se mettre en chômage partiel. Donc il y a des décalages parce que, par exemple, là, dans les gares, toutes les entreprises sont fermées à part l'agroalimentaire et il y a pas de problématique particulière. Donc effectivement, ça peut aussi changer. Il peut y avoir aussi tout doucement un rééquilibrage qui se passe et que le transport fonctionne à nouveau normalement. Ok. Donc, autre besoin, c'est toutes les questions liées à la trésorerie. Donc là, du côté des pouvoirs publics, il y a eu un certain nombre d'annonces. Moi, je connais le dispositif en détail, mais sur la FAQ, sur notre centre de ressources là que présentait Bernard, vous retrouverez des éléments d'information sur la partie FAQ institutionnelle. Donc, il y a le report des échéances fiscales et sociales URSSAF. Il y a l'État qui se porte garantie pour des prêts. Le report du paiement des factures et loyers. Alors tout ça est soumis à des conditions et c'est là où moi j'ai pas le détail des dispositifs. Il faut que vous regardiez à travers les liens qu'on vous transmet régulièrement. Il y a des aides aussi qui sont prévues pour les TPE, PME, des mécanismes de médiation de crédit avec vos banques. Et puis du côté de la BPI, ils ont été, je trouve, assez réactifs. Alors après, moi, je suis pas utilisateur de leurs outils, mais ils communiquent pas mal sur tout ce qu'ils font, à la fois en termes de garantie et aussi, alors je pense que ça c'est un peu nouveau, ils sont même apporteurs de cash dans certains cas liés à cette crise. Charles, excuse-moi, mais je pense que dans notre secteur d'activité, on est peu concerné par ce genre. Au contraire, on a de la trésorerie excédentaire à gérer. Les chiffres d'affaires ont très fortement progressé. À moins que je me trompe, il y en ait quelques-uns parmi vous qui pensent le contraire. Là, moi, je relais ce qui est remonté dans les questions. Oui, c'est peut-être pas les questions essentielles, mais il y a quand même des gens qui s'interrogent. Si, il y a certainement des gens qui travaillent en restauration collective, en restauration tout court, tout un tas de secteurs qui sont, oui, la majorité, mais ça n'empêche qu'on a des adhérents qui sont certainement touchés par. Eh bien, justement, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, ceux qui sont là. Alors, on mettra à disposition tout ça de tout le monde. Voilà. Et nous, ce qu'on fait quand même du côté du Synabio, c'est que dans nos relations avec les distributeurs, on les incite à réduire les délais de paiement parce qu'on anticipe aussi peut-être des difficultés à venir. Et aussi, même entre industriels, entre l'aval et l'amont, entre clients et fournisseurs, essayer dès qu'on peut, pour ceux qui ont de la trésorerie, comme vient de l'expliquer Didier, essayer de prendre en compte les besoins des petits fournisseurs qui ont peut-être plus de difficultés. Il nous reste que 5 minutes. Est-ce que vous... Ouais.
Pardon, c'est toujours Sophie. Est-ce que vous savez, apparemment, notre directeur financier nous disait que les mesures sur les reports de charges, etc., étaient prises jusqu'en mars. Est-ce que vous savez si c'est bien reconduit sur les mois prochains, sur avril en tout cas? J'ai pas la réponse à cette question-là, moi. Attention, c'est sur les entreprises prioritaires qui ont été obligées de fermer, qui ne peuvent pas avoir d'activité. Ce n'est pas le cas de l'alimentaire. Ok, merci. Ok. Moi, rebonjour, Renaud, Bonne Terre et Destination. J'ai juste un point que je voulais partager. On n'a pas de difficulté de trésorerie. Par contre, on est en train effectivement de s'interroger sur l'écosystème autour de nous, notamment des coopératives qu'on a en projet filière et autres. Et donc, moi, j'ai demandé, par exemple, à mes équipes, des appros ou des achats, de regarder s'il y avait des coups de main qu'on pouvait donner pour soutenir des structures peut-être plus petites qui font partie de notre écosystème, soit éventuellement en étant un peu plus large sur les délais de paiement, soit peut-être parfois aussi en envoyant des factures chez certains de leurs banquiers. Ça peut aider à avoir du factoring, qui est un des outils qu'on utilise nous pour protéger notre cash, qui coûte pas très cher en ce moment. Alors ça va peut-être changer sur le deuxième semestre, mais pour l'instant le factoring ne coûte pas cher parce que l'argent coûte pas cher. Donc parfois ça peut être juste des soutiens de cet ordre-là et de communiquer avec le banquier d'un fournisseur, ou peut-être de lâcher un petit peu la tension sur les délais de paiement. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à notre responsabilité vis-à-vis de tout notre écosystème. Ok, si tu penses qu'il y a des conseils qu'on peut diffuser dans le réseau, n'hésite pas. Là, j'ai noté rapidement, mais nous préciser ces outils-là. Je te rappellerai, on peut en reparler. Okay. Merci Renaud. Donc, on a un autre sujet, c'est les startups. Alors, c'est très spécifique, mais ça nous est remonté aussi en amont de ce webinaire. Donc, là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que tous les dispositifs qu'on vient d'évoquer rapidement de soutien aux entreprises sont évidemment accessibles aux startups. Il y a, si j'ai bien compris, un projet du côté de la BPI d'avoir un dispositif additionnel plus ciblé vers les startups. Oui, en effet, Charles, si je peux compléter là-dessus sur le volet startup. Donc, en effet, il y a un volet là qui est en train d'être mis en place par la BPI. Le seul hic pour les entreprises de l'agroalimentaire, c'est qu'il faudra qu'elles démontrent leur caractère innovant. Et ça signifie concrètement qu'il y ait une part significative du chiffre d'affaires qui soit dédié à la R&D. C'est au moins 10%. Donc, si vous êtes en deçà de ce ratio-là, a priori, vous ne serez pas éligible aux aides de la BPI. Mais bon, il y a déjà tout un tas de mesures qui est disponible pour l'ensemble du tissu économique. Voilà. Mathilde, je te passe la parole peut-être sur l'action qu'on mène au Synabio pour les startups. Je te laisse te présenter d'abord. Puis... Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, rapidement, donc je suis Mathilde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille donc au Synabio sur toute la partie accompagnement des entreprises pour le développement durable et la RSE. Et je travaille aussi pas mal sur les jeunes pousses qu'on accompagne au Synabio. Donc, vous savez tous que c'est une catégorie qui est un petit peu fragile pendant cette période du Covid. Côté Synabio, on veille à les accompagner au mieux. Donc, on a à la fois développé des contacts réguliers avec elles. Donc, on a plusieurs entretiens avec différentes typologies, que ce soit sur du frais, du non frais, pour identifier leurs besoins actuels, pour comprendre un petit peu dans quel état d'esprit ils se situent. Pour l'instant, on n'a pas eu d'appel au secours clairement formulé. C'est plutôt des baisses d'activité et pour l'instant, les clients des startups jouent plutôt le jeu. Ils les accompagnent bien, donc il n'y a pas d'alerte majeure de ce côté-là. Une autre action qui a été mise en place, c'est de mobiliser les parrains de ces jeunes pousses, parce que comme vous le savez, donc on a un programme de parrainage au Synabio. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à tous ceux qui ne sont pas encore parrains d'une jeune pousse qui souhaiteraient le devenir. Il n'y a pas d'engagement formel. L'idée, c'est simplement d'accompagner ces jeunes entreprises dans leurs problématiques opérationnelles quotidiennes et de partager votre expérience. Et du coup, pour toutes les entreprises qui sont déjà parrains, on a simplement mobilisé les troupes pour qu'ils puissent passer un petit coup de fil à leurs jeunes pousses et s'assurer que tout aille bien.
Et puis la dernière action qu'on a entreprise, c'est dans la continuité d'un groupe qui est mené avec l'ensemble des adhérents du Synabio pour analyser un petit peu la relation distributeur, notamment pendant cette période de crise. On a fait la même chose avec les journalistes et c'est ce que je vous disais. Ils n'ont pas d'alerte particulière sur la relation distributeur à date. Par contre, ce qui nous souligne, c'est qu'ils aimeraient qu'on passe un petit message sur le besoin de soutenir ces jeunes entreprises dans cette période difficile si les distributeurs veulent continuer à trouver de l'innovation sur leur linéaire à la fin de cette période, et ça peut en passer par du raccourcissement de délai de paiement ou des reports sur les innovations, les promotions à venir. Voilà globalement sur tout ce qu'on fait sur la catégorie de Synabio. Là, si vous avez des questions sur cette partie start-up, et s'il y en a par exemple qui sont concernés par ce statut. Non. Ok. Je passe au dernier sujet. Je crois qu'il en reste 2. Oui, il y a un sujet qui remonte beaucoup, évidemment, c'est avoir de la visibilité sur le marché et ses à-coups. Donc là-dessus, ce qu'on a mis en place, c'est une coordination avec Natex Bio où on échange des infos toutes les semaines, ce qui nous permet d'être réactifs et de voir quelles sont les évolutions. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils qui permettent d'anticiper. Et puis, il y a aussi une question que vous nous avez remontée, c'est le vrac en ce moment. Tout le monde cherche à faire du vrac dès que possible. C'est vrai qu'avec le contexte de crise, il y a un peu un coup de frein. En tout cas, c'est ce qui nous est remonté justement à Natex Bio du côté des distributeurs. Un coup de frein sur les rayons vrac. Les consommateurs considèrent qu'il y aurait plus de risques en fait de se contaminer en se servant dans les rayons vrac, si j'ai bien compris. Donc voilà, ça c'est des besoins. Je ne sais pas si Alon, tu es là avec nous. Je cherche en fait à voir si Alon Zedou de Naturalia. Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, Charles. D'accord. Il était là tout à l'heure avec nous. Il s'est connecté un moment avec nous, mais il s'est déconnecté. Juste qu'on peut dire en quelque sorte sur la croissance semaine 13, première semaine, il y a eu une forte demande. On peut dire que le marché a progressé, même explosé en moyenne de 40%. Mais là-dedans, les grosses variables, même dans le produit frais et dans le produit d'épicerie sèche, avec pâtes, farine, ingrédients de première nécessité. Et on sent quand même depuis cette semaine qui vient de s'écouler que ça freine un petit peu avec des variables très importantes. C'est l'échange avec le Synadis, que ce soit toutes les grandes enseignes, que ce soit Biocop, Alia, La Vie, Sato, ces magasins, il y a des grosses disparités. Enfin, les chaînes s'en sortent mieux et centre-ville. Il y a des grosses disparités et qu'il y a des plus 10, plus 15 et des moins 10, moins 15 par ailleurs. Le secteur va être un petit peu chahuté, que malgré tout, on s'attend à une progression moyenne, je dis bien, mais c'est impossible de savoir exactement sur quelle typologie de produit, entre 10, autour des 10, 15 maximum. En fait, c'est le transfert de l'alimentaire qui n'est pas fait en RHF et qui est fait plutôt dans les foyers aujourd'hui dû à ce confinement. Mais c'est très, très variable. Il y a des familles de produits qui progressent, d'autres beaucoup moins. Par exemple, les produits d'hygiène sont en forte baisse et les produits qui peuvent se stocker à DLV assez longues, on pense que dans les semaines, ça va se réduire sur les volumes. Par contre, le frais, ultra frais, va être une demande importante. Là, par contre, il y a de la connexion, comme le disait Renaud tout à l'heure, à établir sur les filières pour essayer d'aider le monde agricole dans les productions saisonnières, type légumes frais de début de saison, et notamment dans la viande qui doit être emballée ou les produits qui en vrac se font plus, les fromages à la coupe, la viande à la coupe, les choses comme ça. Et les rayons vrac, ça se comprend très bien parce que vous avez tout le monde, les distributeurs automatiques, et qu'il y a beaucoup plus de réticence sur le rayon vrac et qui va être en stand-by à mon avis pendant quelques semaines. Est-ce que sur cette question de l'activité sur le marché, vous voulez poser des questions ou faire des suggestions en fait?
Juste réagir, enfin, je sais pas, pour ceux qui travaillent avec Naturalia, vous avez peut-être reçu leur communication. Eux, ils anticipent encore une croissance entre 15 et 35% sur les semaines à venir, avec effectivement rayons fruits et légumes, épices salées, tout ce qui vient d'être dit, avec des gens qui cuisinent plus, donc qui font moins de snacking, de choses toutes prêtes de baby food et ainsi de suite, parce qu'ils ont plus de temps. Et voilà, ils anticipent encore une grosse croissance sur les semaines à venir. Et nous, c'est ce qu'on constate. On continue de recevoir des commandes. On commence d'avoir des grosses commandes de Belgique parce que là, il y a aussi des effets retard. Et voilà, ça bouge encore, quoi. On va devoir conclure. Donc, directement lié au point précédent, il y a un sujet, c'est sécuriser vos appros français. Aujourd'hui, je dirais qu'au Synabio, on a identifié cet enjeu, mais de manière un peu théorique, c'est-à-dire que concrètement, on a du mal à dire où sont les… Est-ce qu'il y a des risques de rupture identifiés ou pas? Il y en a un qu'on identifie, c'est les fruits et légumes à cause des problèmes de main-d'œuvre pour les récoltes. Mais pour le reste, on n'identifie pas aujourd'hui d'alerte très claire sur des risques de rupture. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas les bons outils. Donc, si vous sentez que sur certaines matières premières, il y a un souci, il faut nous le faire remonter. Alors, on a un baromètre APRO au Synabio qui existe depuis 2 ans. Donc, ça peut être un outil qui permettrait de voir là où il y a des tensions fortes. Et il y a un autre, là, c'est pas sur de la matière première, mais c'est sur des emballages où l'ANIA nous a signalé que sur le PET recyclé, il y avait des problèmes d'appro liés au fait que les centres de recyclage sont à l'arrêt. Et voilà, c'est un peu différent. Donc là, nous, on est plus à l'écoute en fait de vos remontées de terrain sur ces questions d'appro. Charles, oui. Charles Bernard du Synabio. Juste pour faire la transition entre ce que tu viens de dire et la slide suivante par rapport à l'outil sur les approvisionnements, il n'est pas forcément très adapté à une situation comme aujourd'hui où ça change tous les 3 jours, voire même tous les 2 jours. Donc, on va, Charles, je te laisse présenter le sondage suivant. Ouais. Et juste, oui, effectivement, Bernard a raison. Notre baromètre, c'est une publication tous les 2 mois. Et là, on a besoin de plus de réactivité. Est-ce que sur cette question des appros, vous vouliez partager une info, une réaction? Oui, Julien Boris, toujours du Moulin Marion. C'est les appros vraiment en amont pour la nutrition animale cette fois-ci. La protéine, elle vient essentiellement du tourteau de soja. Tourteau de soja, ça a été bloqué pendant un très long moment en Chine. Donc, c'est essentiellement de l'import Chine, import Inde, en bio, je parle toujours. Et la Chine s'est relancée. En revanche, l'Inde est totalement bloquée. Ce qui fait que pour l'instant, il y a tout le monde travaille à flux très tendu sur la protéine. La production soja France, Europe, elle est très réduite et elle répond pas à la demande qu'on a en nutrition animale. Donc, je pense que ça va être encore très tendu sur cet aspect protéines. Voilà. Décidément, ce Covid nous met le nez dans tous nos problèmes d'indépendance et de souveraineté. Le problème de la dépendance protéique, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour du monde agricole depuis, je pense, 20 ans ou 30 ans. Depuis plusieurs décennies. Je peux faire une réponse très rapide, puisque ce matin, il y avait une réunion à l'INAO où on abordait le sujet. Donc, pour l'Inde, suivant les intervenants, les frontières ne sont pas fermées. Et COP de France va faire un sondage auprès de ses adhérents parce qu'apparemment, il y aurait beaucoup de soja bio français disponible. Bon, certes pas au même prix que le chinois, mais c'est quelque chose qu'ils vont mettre en place pour pouvoir le remonter au sein de l'INAO. Pour avoir fait le tour sur ce soja français, aujourd'hui, il est essentiellement consommé en nutrition humaine. Il restait beaucoup de C2 qui a été utilisé, qui est en cours d'utilisation en trituration en France et qui est même trituré en Espagne et en Italie. Mais sur la graine française, j'ai peur qu'il reste peu de choses pour la nutrition animale. Ok. On va devoir clore. On est déjà bien en retard. Donc, juste pour vous dire,
comme vous l'annoncez Bernard, ce qu'on a en tête là, c'est de revenir vers vous pour un sondage. Alors, on a beaucoup hésité à lancer des sondages parce qu'on ne veut pas vous assaillir de formulaires dans tous les sens, mais ça nous paraît important de bien comprendre là où en sont les entreprises, parce qu'on voit bien en fait que c'est très différent d'une activité à l'autre. Les problématiques sont pas du tout les mêmes. Donc, on a besoin de voir plus précisément, d'évaluer les besoins pour voir comment on peut vous accompagner de façon pertinente. L'idée aussi, c'est de continuer à enrichir le centre de ressources que Bernard vous a présenté. Et puis, peut-être proposer d'autres webinaires qui seraient peut-être plus ciblés sur des thèmes ou autres. Mais ça, on va prendre le temps de faire un bilan de cette première rencontre avant d'en relancer éventuellement d'autres. Donc voilà. Et juste oui. Si je peux me mettre en conclusion, Charles, de dire que, en tout cas, c'est une première expérience intéressante. Ça permet si c'est un peu lourd avec le nombre de personnes qu'il y a peut-être autour de que personne, tout le monde n'a pas pu intervenir, mais n'hésitez pas à remonter vos questions par écrit et on les traite, Bernard, pour vous donner un maximum d'informations. En tout cas, restez proche. Et comme vous voyez, comme on est dans une tourmente, c'est vrai que les informations chiffrées, évaluées, assez précises sont délicates à avoir en ce moment. Mais en tout cas, on essaye au maximum de vous restituer les infos qu'on arrive à obtenir, soit du partenaire avec qui on travaille, qui est l'ANIA, et avec Natex Bio, avec les autres fédérations des autres syndicats professionnels. Merci en tout cas d'avoir participé. Charles, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, merci à tous. Je pense qu'il est temps qu'on se quitte parce que je sens que l'outil est en train de nous lâcher là. Les écrans. Il y a d'autres dates de prévues, Charles? On réitère ça la semaine prochaine? Pas pour le moment. Je pense que ce serait nécessaire. Je pense vraiment que ce ne serait pas inutile d'en prévoir une par semaine au moins. On en parle demain matin. Ouais. Oui. OK. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.